BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 3e numéro de la saison 6 d'Impact PME l'Hebdo. L'événement 100% PME de BFM Business et de la CPME qui va nous réunir une fois de plus, d'ailleurs fin 24 juin à Station F. Pour prendre un peu le pouls du moral des entrepreneurs, comme on le fait chaque week-end dans cette émission. Et dans cette émission, avec mes invités également, on va parler effectivement des talents, et notamment des cadres, puisque on en a besoin de talents pour développer nos entreprises dans une période quand même assez bousculée, avec mes 3 invités. D'abord Émilie Garcia. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe. Vous êtes fondatrice d'une toute petite entreprise. Vous êtes architecte d'intérieur qui s'appelle Mindae. Vous êtes également membre de la CPME. Et vous allez nous raconter un peu comment vous avez découvert ce milieu de l'entreprise que vous ne connaissiez pas du tout, mais par passion de créer des lieux de bonheur, des lieux où on vit heureux. Exactement. Et ça, j'ai adoré ça quand vous me l'avez raconté, en fait. Hugues Soupari, on se connaît depuis longtemps. Vous êtes le président on dit Inoue ? Inoue. Mais vous avez eu une telle carrière exceptionnelle, notamment dans les hologrammes d'abord, et puis aujourd'hui dans 3 magnifiques maisons que vous développez actuellement. Mais vous allez bien sûr nous raconter tout ça. Et puis Xavier Dietzi, bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes quant à vous délégué régional adjoint Île-de-France de l'APEC. Tout à fait. Et on va démarrer ensemble parce que on aime bien vous avoir chaque année pour prendre un peu la température finalement de ce qui se passe sur le marché. Alors là, des cadres en l'occurrence, mais globalement de l'emploi, puisque l'an dernier, il y avait de vives tensions sur le marché du travail. Tout le monde a besoin de talent. Vous allez nous dire si l'économie du moment rafraîchit un peu les ambitions ou bien si on ralentit un peu la croissance. Mais ce qui m'a frappé, c'est que je crois que c'est votre directeur général qui dit en gros, emploi des cadres, la fête est finie. Oui. Alors, déjà, ça commence mal. Racontez-nous en quoi serait-elle finie et qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché de l'emploi. Oui, ce qu'il y a derrière cette formule, c'est déjà que le marché s'est clairement retourné en 2024 avec une baisse des recrutements de cadres. Assez forte, puisque moins 8% d'une année sur l'autre, et que nos prévisions vont dans le même sens pour 2025. À nouveau moins 8 cette année. Avec encore une baisse de moins 4%, un ralentissement sur les moins 8 baisse, de l'an dernier. Sur le total de l'année dernière. Donc sur les 300 000, un peu plus de 2024, une baisse de moins 4%. Et donc on passerait cette barre symbolique des 300 000 recrutements cadres en 2025. On ne s'y attendait pas ? On ne s'y attendait pas. On va dire qu'il y avait de fortes incertitudes sur le contexte économique et politique. C'est né quand ? C'est né à partir du mois de septembre, la dissolution, plutôt l'incertitude gouvernementale, changements gouvernementaux, l'Amérique, la situation difficile à dire, parce que c'est justement une conjoncture de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le contexte est encore plus incertain, qu'il y a notamment cette perspective de guerre commerciale qui n'arrange pas les choses, qui traduit sur l'ensemble de l'année une baisse des investissements des entreprises qui pourrait se reproduire en 2025. Ça, investissement au sens large et pas uniquement sur l'emploi. Tout à fait. Oui, c'est ça. Okay. Oui, investissement des entreprises au global, mais cet investissement des entreprises, il est très corrélé au recrutement des cadres, ce qui expliquerait cette nouvelle baisse une 2e année consécutive, ce qui est assez historique puisque hors crise sanitaire, on n'avait pas connu ça depuis la crise de 2009. Oui, et vous me disiez en préparant cette émission qu'en fait, ce sont globalement les emplois, les recrutements sont beaucoup gelés actuellement. Et ceux qui souffrent le plus, en fait, ce sont les jeunes et les seniors, une fois de plus. Oui, toujours. C'est toujours ces publics-là qui sont les premiers à pâtir de ces baisses de recrutement, en particulier les cadres débutants, puisqu'ils ont déjà connu une baisse de leur recrutement de 19% en 2024. Et ça devrait malheureusement se reproduire en 2025. Est-ce que c'est pas là la concurrence de l'IA générative ? Sur certains postes, quand on parle de débutants, où on se dit finalement que l'IA, notamment c'est le cas dans certaines professions, comme la comptabilité, etc., où on s'aperçoit que certains métiers sont non pas forcément menacés, mais challengés par l'IA aujourd'hui. Est-ce que c'est pas là un impact également ? Pas forcément, ou en tout cas c'est encore un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que l'IA fait partie des grandes transformations actuelles du monde du travail. De là à dire que ça enclenche des baisses de recrutement, c'est peut-être un peu tôt pour les dire. Ce qui est sûr, c'est que ça transforme ce monde du travail, notamment chez les cadres. Est-ce que c'est une bonne nouvelle au niveau de cette tension sur le marché de l'emploi ? Est-ce qu'on trouve plus facilement les talents dont on a besoin dans quelques métiers que ce soit ? Puisque je voyais quelques chiffres, informatiques, il y a 56 000 intentions de recrutement, commercial 52 000. Il y a encore du boulot, quoi. Mais oui. Est-ce que ça baisse la tension ? Ce qui est sûr, c'est que les tensions baissent. On le voit, nous, dans des indicateurs très concrets, puisque les entreprises déclarent avoir moins de difficultés. Néanmoins, il y a encore 54% des entreprises qui ont déclaré avoir des difficultés de recrutement de cadres en 2024.
elles étaient quasiment 66% en 2022. Et de la même manière, autre indicateur sur ces tensions, on voit que le nombre d'entreprises qui réajustent la rémunération pour faire aboutir le recrutement baisse aussi. Elles étaient environ 56% en 2022, elles étaient 41% en 2024. Émilie Garcia, vous avez fondé une très belle agence d'architecture d'intérieur. Vous vouliez être architecte et à l'âge de 6 ans, m'avez-vous dit, vous rêviez de créer des lieux de bonheur pour rendre les gens heureux. Exactement. Vous aviez inventé la raison d'être avant même qu'elle existe à l'époque. Peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous n'avez pas pu devenir architecte? Non, parce que moi, je viens d'une famille ouvrière, donc forcément, l'école d'architecture, déménager, payer un logement, etc. C'était pas dans les moyens de ma famille, et même en travaillant à côté, c'est quand même très difficile. Et du coup, architecte d'intérieur. Vous avez passé par Ikea d'abord? Oui, c'est ça. J'ai fait d'abord une alternance de 2 ans, puis 6 mois chez Ikea pour toutes les notions de merchandising, accueil client. Et après, comment avez-vous mis le pied dans l'entrepreneuriat en créant en 2018 une micro-entreprise et après transformée en SARL? C'est ça. J'ai participé à l'aide d'une CCI, un Startup Weekend. Et donc, on a été accompagnés comme ça pendant 54 heures à monter la start-up, exactement, un déclic. Et je me suis dit, en fait, c'est facile de monter une entreprise. Ouais, c'est plutôt de la faire marcher. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que je vois aujourd'hui. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, monter une entreprise, c'est assez facile. Et je me suis dit, allons-y, j'ai rien à perdre, pourquoi pas. D'ailleurs, vous m'avez dit, la première année, il faut changer de mindset. C'est ça. Passer du statut dans sa tête de salarié à celui de chef d'entreprise, ça a vraiment été un cap à passer. Comment on fait? Comment on réussit? Comment on fait? On s'entoure. Je me suis frottée à tout un tas d'entrepreneurs, tout un tas de milieux de chefs d'entreprise, et ça m'a permis d'évoluer dans ma tête et d'évoluer dans mon entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi l'agence Mindae? Ça veut dire quelque chose, Mindae? Oui, ça vient de Mind, Esprit, et AE, Agencement d'Espace. Ok. Et Mindae... It works. Comment? Ça marche. Exactement. Et du coup, vous êtes combien? Mindae, aujourd'hui, c'est 4 collaborateurs, plus moi-même. On travaille pour les particuliers, les professionnels, notamment en Normandie, mais on fait aussi des missions partout en France et pays francophones. On voit des restaurants derrière nous, là, on voit des tas de choses. On voit des choses. Vos réalisations principales, quels sont vos marchés principaux? C'est du tertiaire? C'est du... Un peu de tout. On est en chiffre d'affaires 50% particuliers, 50% professionnels. Alors pour les particuliers, aménagement de combles, extension, restructuration de maisons principales ou secondaires. Et pour les professionnels, café, hôtel, restaurant, beaucoup de bureaux l'année dernière. Là, on est aussi sur un local de pompes funèbres, une salle de pilates. J'imagine que vous faites travailler beaucoup de gens autour de vous, c'est-à-dire beaucoup de métiers que vous mettez en œuvre lorsque vous mettez en pratique vos... Vous suivez des chantiers également? On suit des chantiers également, donc ça va de la conception de plans, design, 3D et le suivi de chantier jusqu'à réception complète. Est-ce que c'est difficile de trouver des talents dans votre métier? Pas du tout. Non, pourquoi? Moi, j'ai un métier, tout le monde aime, qui plaît beaucoup, qui a eu une forte évolution, une forte attractivité là, ces derniers temps et ces dernières années. Et du coup, ma boîte mail croule de CV. C'est génial, génial. J'ai de la chance. Bon, on va voir si Hugues, il se parie, a la même chance que vous. Hugues, je disais, votre nom est associé en fait aux hologrammes, puisque vous avez été un des pionniers absolus dans les années, c'est les années 80 en fait, avec Hologramme Industrie. On s'en rend pas compte, mais on porte sur nous votre héritage et votre histoire absolument de manière incroyable. Continuons en 2 mots cette histoire avant qu'on ne passe à la suite quand même, de ce qui s'est passé après. Bon, 40 ans en 2 minutes, j'ai commencé, donc moi je suis entrepreneur depuis tout le temps, j'ai commencé... Oui. Alors vous dites sur LinkedIn, vous êtes bien sûr président de oui, mais entrepreneur multirécidiviste. Oui, j'ai fait que ça de toute ma vie en fait. J'ai commencé quand j'étais étudiant à l'école d'ingénieur, j'ai monté une petite boîte de gadgets. Parmi les gadgets, je me suis dit, tiens, on peut faire des images 3D, les hologrammes. J'ai commencé à faire des hologrammes pour des expositions, puis pour des objets publicitaires. Et ensuite, comme on dirait aujourd'hui, ça n'existait pas le mot à l'époque, j'ai pivoté vers la sécurité. On ne pivotait pas à l'époque. On ne pivotait pas. On changeait de direction. On changeait de direction ou on faisait de la diversification. Oui, et donc, je me suis diversifié dans les hologrammes de sécurité. C'est arrivé au bon moment, puisque c'était le moment où les imprimantes couleurs arrivaient, puis les scanners, les imprimantes couleurs pour les photocopieurs couleurs, etc. Donc les documents d'identité, les billets de banque, tout ça, c'était extrêmement vulnérable. Et donc, en mettant des hologrammes dessus, ça devenait très, très, très difficilement copiable. Et donc, on a eu un marché qui s'est bien développé. Les papiers d'identité derrière, les cartes d'identité, les passeports, etc. Revendus d'ailleurs à l'imprimerie nationale. Et donc, j'ai revendu cette affaire à l'imprimerie nationale en 2019.
Et donc depuis, je me consacre à d'autres aventures. D'un côté, un petit groupe de maisons d'excellence. Voilà, un petit fonds d'investissement d'un côté où on intervient essentiellement sur des entreprises à impact positif, soit social, soit environnemental, et un groupe d'entreprises du patrimoine vivant. Donc pour l'instant, j'ai repris depuis 3 ans 3 maisons. Une maison qui s'appelle la maison Brana, qui est une distillerie au Pays Basque. Une maison qui s'appelle Maison Boinet, qui est une petite maroquinerie spécialisée dans les ceintures en Touraine. Et la maison Pékinier dans le Jura, qui est magnifique. La dernière. Voilà, c'est une née en 73, créée en 73 par, bien sûr, Émile Pékinier. Émile Pékinier. Émile Pékinier, qui fait des choses magnifiques. Tout ça en très peu de temps, depuis 3 ans, dites-vous ? Alors, moi, j'ai repris depuis 3 ans. La maison Pékinier existe depuis plus de 50 ans. 50 ans, ouais, 50 ans en 2023. Et est devenue une manufacture horlogère, c'est-à-dire fabrique ses propres mouvements depuis 2010. Et donc aujourd'hui, Pékinier, c'est la seule manufacture de haute horlogerie en France, indépendante et qui se bat contre les grandes maisons suisses. Le luxe, les grands groupes de luxe. Les grands groupes de luxe. Sont souvent suisses d'ailleurs, notamment. En fait, même les maisons françaises comme Cartier ou Bell & Ross, par exemple, qui sont des marques françaises, fabriquent toutes leurs montres en Suisse. Alors que nous sommes une marque française qui conçoit, fabrique ses montres et ses mouvements en France. Mais alors du coup, qu'est-ce que Hugues Soupari appelle de son... Enfin, en quoi l'expérience de Hugues Soupari aujourd'hui profite-t-elle en fait à 3 business complètement différents que vous découvrez finalement depuis quelques années ? C'est plutôt à mes collaborateurs qu'il faudrait poser la question. Comment on appréhende ? C'est toujours passionnant de voir comment un entrepreneur d'abord continue à avoir envie d'entreprendre de manière multirécidiviste, et puis comment il identifie des cibles où il est sûr qu'il va pouvoir apporter ce qui va faire la croissance. Vous évoquez, c'était des belles endormies. C'est peut-être pas une insulte de dire ça. C'est vous-même qui me l'avez dit. C'était des boîtes dont vous avez senti qu'elles avaient un potentiel formidable quand elles allaient être poussées par d'autres façons de les réinventer. Comment on s'y prend, justement ? Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est parce que même du temps où je faisais des hologrammes, en fait, j'ai toujours été très intéressé par le marketing, les histoires de marque, le storytelling, etc. Parce qu'on peut faire ça aussi dans le B2B. Je pense que peu de gens y pensent, mais... y compris chez Hologramme, c'était possible, ça ? Complètement, oui. En fait, nous, on avait... la marque qui est devenue ensuite la marque Suris était une marque où on vendait, en fait, des produits qui étaient assez différents de ceux de nos concurrents et beaucoup plus premium. C'est-à-dire qu'en fait, très fréquemment, on prenait des marchés à 40, 30, 40, 50% plus cher que nos concurrents directs, parce que nos produits avaient juste ce qu'il fallait de différent, et puis qu'on arrivait à faire comprendre que c'était beaucoup plus sûr de travailler avec nos hologrammes qu'avec les autres. Et puis, il y avait toute une image de marque qui allait avec, qui faisait que nos produits étaient recherchés par les clients qui concevaient des billets de banque, ou un passeport, un billet de banque, ça devait être beau, ça devait être agréable à l'œil, ça devait raconter aussi une histoire d'un pays, raconter l'histoire d'une monnaie. Et donc tout ça, c'est un petit peu la même chose que dans le B2C, quand on a une histoire de marque premium où on n'achète pas un produit, on achète aussi l'histoire de ce produit, notamment chez Pékinier. C'est toute une histoire d'entrepreneur. Il y a eu Émile Pékinier, il y a eu Didier Levengood, il y a eu une reprise à un moment par les salariés, je crois. Ils étaient 4, ils l'avaient reprise, etc. Il y a 4 salariés qui ont repris l'entreprise à la barre du tribunal en 2017. Donc tout ça, c'est une histoire très mouvementée de l'entreprise, mais aussi très riche, avec un Émile Pékinier qui était un designer hors pair, avec un Didier Levengood qui était lui un horloger de père en fils. Et donc tout ça, ça crée un ADN très particulier. Bien sûr. Et moi, mon rôle, c'est d'aller... de fusionner ces ADN, de donner l'énergie à tout le monde, de donner un élan vers le changement. Et ça... en termes de RH, c'est ce qui est compliqué quand on reprend des entreprises. C'est pas de trouver des nouveaux talents, puisque des histoires comme ça, ça a tellement de sens qu'on trouve facilement des nouveaux des collaborateurs si on veut embaucher. En revanche, faire rentrer les gens qui sont déjà dans les maisons vers une histoire où il va falloir faire du changement, il faut se remettre en cause en permanence. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. On va donner la parole à Xavier justement sur ce phénomène d'attractivité de marque employeur notamment. Mais Émilie, comment est-ce que vous gérez justement cette attractivité ? Comment est-ce que vous gérez cet esprit, cet ADN chez Mindai ? Même si vous êtes peu nombreux, mais
il faut leur donner envie tous les jours. Comment est-ce que vous recrutez les gens qui sont à vos côtés, etc. Sur quels critères? Comment décrire le management d'Émilie? C'est vrai que vous parliez tout à l'heure un peu de rendre les gens heureux, et ça, je l'ai fait mettre au statut de l'entreprise. Donc, notre raison d'être, c'est faire la vie statut. meilleure. Exactement, ouais. Ah, Tout à fait. Et, la loi Pacte. Vous y étiez oui. obligé ou vous en avez eu envie? Non, j'en ai eu envie, Ouais. et comme on a déménagé, j'en ai profité pour faire ça en même temps. Faire la vie meilleure, ça vaut à la fois pour nos clients, mais aussi pour les collaborateurs. Dans l'entreprise, je n'impose pas d'horaire de travail. Donc, ils viennent quand ils viennent, ils repartent quand ils repartent, et chacun est libre un peu de ses horaires. Donc, c'est vrai que ça plaît beaucoup, et c'est beaucoup sur la confiance. On a des beaux locaux, j'offre quelques avantages. Vous avez des raisons d'être, Hugues, sur chacune de vos 3 activités, sur les ceintures? Non, on les a pas, Formalisées. on les a pas formalisés. En fait, partout, la raison d'être, c'est de faire des belles choses, de faire des beaux produits qui ont du sens, qui sont des produits qui sont faits toujours en local. Donc, enfin, intrinsèquement, si vous voulez, les maisons que j'ai reprises avaient des raisons d'être fortes, avaient Oui, un elles ADN étaient déjà fort. dans l'ADN. Et donc, y a pas, on n'a pas ressenti le besoin de rajouter une couche Je comprends. de raison d'être par-dessus des boîtes qui avaient déjà beaucoup de sens. L'attractivité, la raison d'être, la marque employeur, Xavier, est-ce que ce sont des sujets importants aujourd'hui si on veut attirer des talents, et notamment chez les cadres? Oui, c'est essentiel, et on le voit avec les exemples qui sont donnés. Même si on a un marché qui se retourne, moins de tensions, les tensions, elles existent toujours. Donc, il faut savoir bien intégrer ses collaborateurs, bien les fidéliser, les faire appartenir à une culture d'entreprise, la maintenir. On accompagne beaucoup, nous, les entreprises, et en particulier TPE, PME, sur cette marque employeur, savoir parler de son entreprise, et vous le faites extrêmement bien, mais c'est très, très important pour fidéliser dans un marché où la mobilité professionnelle reste très prégnante chez les cadres. On a Justement, on a 4 parlons de cadres sur mobilité, 10, parce que vous avez des tas d'études, notamment régionales. Elle n'est pas la même selon les régions, cette mobilité. On peut en dire un mot? Elle est pas la même, mais elle reste stable aujourd'hui à peu près, quelle que soit la région. On a 4 cadres sur 10 qui déclarent envisager de changer d'entreprise en 2025. Ça reste considérable. De leur même dans propre un chef. Ils de ont leur envie, propre chef. ils sont 4 sur 10 à avoir envie, éventuellement, potentiellement, de déménager physiquement. Oui, Ou tout à uniquement fait. de changer de job. Changer de job et changer de région, les deux sont possibles. Donc là, les 4 sur 10 peuvent concerner l'un et ou l'autre. Et avec des facteurs de départ qui ne sont pas forcément la rémunération, contrairement à ce qu'on pourrait croire, C'est quoi? mais très souvent l'équilibre vie pro, vie perso, Les transports dans la région parisienne, pendant 2 heures, ils n'en peuvent plus. ce genre les de choses. transports, le La région télétravail. parisienne ou ailleurs, d'ailleurs. Alors, Ah, en région le parisienne, télétravail. encore On n'en plus avait pas fort. encore parlé pendant cette saison d'Impact PME. Où est-ce qu'on en est? Le- Est-ce que les boîtes qui reculent, des salariés qui ne sont pas contents que ça recule, on en est où globalement en France? C'est encore très tôt pour le dire, mais surtout, peu d'entreprises reculent à ce stade. Elles continuent tout à peu près d'en avoir un petit peu? Oui. Personne Oui. n'est obligé, comme parfois aux États-Unis, en Silicon Valley, notamment ceux qui ont initié cette pratique, personne n'est revenu, tout le monde rentre au boulot? En tout cas, on n'a pas d'exemple notable. Et nous, ce qu'on sait dire à l'APEC, vu ce que disent les cadres aujourd'hui, c'est qu'une immense majorité des cadres souhaitent du télétravail. C'est un facteur essentiel pour aller dans une entreprise ou y rester. C'est particulièrement marqué en Île-de-France, avec 9 sûr. cadres sur 10 Sur les transports. qui déclarent souhaiter au moins un jour de télétravail. Et c'est encore plus vrai aussi chez les cadres débutants, dans la même proportion, 9 sur 10. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi l'autonomie qu'on me donne dans mon travail. Et là, on en a des beaux exemples. Et l'entreprise pour laquelle je travaille aussi. On parlait d'entreprise à impact social ou environnemental. Aujourd'hui, 4 candidats sur 10 ne postuleraient pas à une offre dont ils estiment que l'entreprise a une activité utile. néfaste sur l'environnement. Sur l'environnement. Sur l'environnement. Au sens pas uniquement la RSE au sens large, beaucoup l'environnement. Beaucoup l'environnement, c'est vrai aussi pour la RSE au sens large. Et ça va même plus loin que l'impact direct de l'entreprise, c'est aussi indirect. Aujourd'hui, on a par exemple un cadre sur 5 qui n'irait pas dans une entreprise dont il estime
qu'elle ne fait pas d'efforts sur son propre impact, même indirect, son bilan carbone concrètement. Et sur le sujet, à l'évidence, plus que controversé aux États-Unis, de la diversité, l'inclusion, etc., est-ce que la France se situe comment aujourd'hui? C'est également une attente très forte aujourd'hui. Est-ce qu'elle est toujours aussi puissante ou est-ce que les choses évoluent? Alors, difficile à dire dans un contexte international très marqué. Aujourd'hui, on ne constate pas de changement majeur en France. Non, mais quand on voit que l'ambassade américaine est censée avoir envoyé un courrier à l'ensemble des patrons du CAC 40 pour dire arrêtez vos pratiques de diversité, d'inclusion, etc., on peut s'inquiéter. Donc on peut se demander si ça reste ou pas, là je ne parle pas de l'aspect politique, mais est-ce que ça reste une attente forte finalement des salariés français sur le choix de la marque employeur qu'ils choisissent? Ça reste une attente, c'est sûr, et même économiquement, aujourd'hui, c'est une réponse à des tensions qui subsistent. Hein. Ça serait suicidaire de reculer là-dessus de tout point de vue. Et côté APEC, évidemment, on espère qu'il n'y aura pas de changement majeur négatif en France là-dessus. C'est y compris un marqueur de notre raison d'être d'un marché du travail plus inclusif. Hugues Soupari, vous êtes présent en Suisse. La partie production est en Suisse? Non, pas du tout. Pas du tout, elle est en France. Comme je disais, la Pékinier, c'est la seule manufacture de haute horlogerie tout française. Est en France. Je pensais qu'il y avait un bout en Suisse et que... nous, on fabrique des mouvements à partir de composants. Ces composants viennent de 80 km aux alentours de Morteau. Oui. Dans les alentours, il y a la Suisse. C'est-à-dire qu'on achète certains composants en Suisse parce que la France, comme vous le savez tous, a connu une vague de désindustrialisation massive depuis une trentaine d'années, notamment dans le secteur de l'horlogerie. Et il y a certains composants que nous ne pouvons pas acheter en France, tout simplement. D'accord. Notre dernier mouvement, le dernier mouvement que nous avons créé, nous avons à peu près 75% des composants qui viennent de France, mais on a encore 25% des composants qui viennent de Suisse. En revanche, tout l'assemblage du composant et de la montre en elle-même est fait à Morteau dans nos ateliers, et la conception du mouvement également. Pékinier s'exporte dans le monde entier? Alors, Pékinier, c'était exporté du temps d'Émile Pékinier beaucoup dans le monde. Ensuite, l'entreprise a connu un certain nombre de difficultés, notamment sur sa partie export. Et depuis 2 ans, depuis que je suis arrivé dans le schéma, donc on a beaucoup accéléré sur l'export. Aujourd'hui, on est très présent au Japon, on est présent en Belgique et on est en train d'ouvrir là d'ici la fin de l'année au moins une dizaine de points de vente en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Par quel mode de distribution? Dans des department stores ou dans des types de les deux. Ou... Alors, au Japon, on a department stores et des bijouteries, horlogeries spécialisées. En France, on a essentiellement un réseau, on a 2 boutiques à nous en propre, oui. Et on a un réseau de bijoutiers horlogers un petit peu partout à Paris et en province. Et sur l'export, par exemple au Moyen-Orient, ça va beaucoup être dans des department stores ou des centres commerciaux. Hein, vous n'avez pas évoqué les États-Unis dans les cibles, donc ça veut dire que vous êtes pour le moment protégé des problématiques de tarifs et de tarifs douaniers. Alors pour l'instant, les États-Unis on n'est pas du tout connu, Pékinier n'est pas du tout distribué aux États-Unis, et je pense que justement cet état ce revirement dans les taxes aux États-Unis est plutôt favorable à une marque qui va s'implanter, puisqu'en fait nos prix ne sont pas connus, donc oui, personne ne va dire qu'on a augmenté nos prix. Donc vous avez envie d'y aller quand même. Donc on a très envie d'aller aux États-Unis, d'autant que la marque Pékinier est reconnue comme étant une marque très abordable par rapport au très haut niveau de qualité des produits. Prix moyen. Le prix moyen, alors on vend des montres entre 3 500 et 15 000 euros à peu près. En ligne également? On a une boutique en ligne, bien sûr, qui marche bien et les produits sont disponibles partout dans le monde à partir de notre site internet. On va bien sûr aller les voir. On va peut-être terminer avec une dernière question avec vous, Émilie Garcia. Une petite entreprise, formidable TPE qui fonctionne bien, les gens sont heureux, vous créez des lieux de vie heureux. Oui. Comment vous la voyez grandir? Comment je la vois grandir? Bonne question. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Toujours aider un peu plus de clients, peut-être créer une franchise, avoir des antennes Mindae en France ou en Europe. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans votre vie d'entrepreneur, un peu, non pas du par accident, parce que vous faites ce que vous vouliez toujours faire, mais vous n'étiez pas du tout préparé au monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Je dirais pas que c'est compliqué tant qu'on ose.
Voilà, il suffit d'oser, tester, faire des choses et c'est comme ça que les bonnes surprises arrivent. Vous avez bien raison, c'est une bonne philosophie. Et vous, Hugues, après avoir pris donc ces 3 pépites, est-ce qu'on arrive à développer les 3 en même temps? Parce que là aussi, ça me fascine toujours, moi, les gens qui sont multi... je suis sûr que vous en avez ce talent, mais c'est pas facile de mettre la même énergie sur heureusement, plein de passions. heureusement, je ne suis pas tout seul. J'ai des collaborateurs dans chacune des entreprises, des directeurs généraux ou des directeurs d'opération. En quelques secondes. Et donc, oui, en se reposant sur une équipe forte, et en transmettant cette énergie, cette créativité, parce qu'en fait, bon, moi, c'est un petit peu ma marque de fabrique, la créativité. Ouais. Et donc, l'énergie, à vous l'énergie, la créativité, l'innovation. À eux de faire le job. Comme disait Émilie, le fait d'oser, en fait, voilà, si on ose, bon, on peut se planter, mais on peut réussir. Si on n'ose pas, on ne peut que rien faire. Donc, une émission d'entrepreneur. Il faut oser. Merci à tous les 3, merci beaucoup Émilie Garcia. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Mindae, présidente, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, de la CPME Calvados. Tout à fait. Responsabilité syndicale au sein de la CPME. Merci Hugues Soupari, le président d'Enoui et entrepreneur multirécidiviste et notamment représentant de la belle maison Pékinier. Et merci à vous Xavier Lietzi, le délégué régional adjoint Île-de-France APEC. Les hommes avant toute chose, en tout cas c'est la fin de cette émission. Les hommes et les femmes, bien sûr, les talents. Et c'est la fin de cette édition, cette 3e épisode, saison 6 d'Impact PME l'Hebdo. Bon week-end à tous, à très vite. Ciao. Impact PME l'Hebdo.